Coucou, c'est Tata Nexia et bienvenue dans ce nouveau format que l'on inaugure aujourd'hui sur la chaîne, à savoir les interviews des professionnels. Alors aujourd'hui on accueille, ou plutôt la personne nous accueille, un juge d'instruction qui va répondre à vos questions. Et oui, souvenez-vous, il y a quelques mois j'avais justement ouvert un formulaire sur Google et je vous avais demandé quelles questions vous auriez aimé poser à un professionnel. Il y a eu pas mal de réponses et aujourd'hui, ce professionnel va vous répondre. Alors je remercie énormément la personne et puis après l'instruction du générique, on est parti. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Est-ce que le métier de juge d'instruction ressemble-t-il au personnage de séries ou films français? Ça dépend des séries ou des films, mais en général non, parce que les personnages ressortent souvent du droit anglo-saxon, donc il n'a rien à voir avec le droit français. Quelquefois, les films français, effectivement, représentent le juge ou les magistrats français en droit français, mais bien souvent, séries et films font référence au droit anglo-saxon. Donc c'est pas du tout la même chose. Et dites-moi, pouvez-vous expliquer la hiérarchie et les grades? D'abord, hiérarchie, c'est un mot que les magistrats n'aiment pas, parce que par définition, c'est une profession non hiérarchisée, sur le plan fonctionnel, s'entend. Donc un juge d'instruction n'a pas de supérieur hiérarchique dans sa fonction. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait de hiérarchie dans la magistrature. Par contre, il y a des grades. Donc il y a une différence entre la fonction et le grade. Fonction non hiérarchisée. Par contre, des grades, oui, effectivement, mais des grades qui permettent de rémunérer les gens. Les grades, c'est très très compliqué. Parce que les grades dépendent du niveau de la juridiction. Donc la juridiction du premier degré, tribunal d'instance ou de grande instance, ça s'appelle plus comme ça maintenant d'ailleurs. Ça s'appelle tribunal judiciaire. Donc à ce niveau-là, on a des juges de base. Ensuite, on a des vice-présidents du tribunal. Ensuite, il y a le président, mais c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'en fait, il peut y avoir plusieurs présidents, plusieurs vice-présidents. Et à la cour d'appel, la hiérarchie est à peu près la même, à savoir qu'à la cour d'appel, ce ne sont plus des juges, mais des conseillers. Au-dessus des conseillers, il y a des présidents de chambre. Il peut y avoir un premier président de chambre qui chapeaute l'ensemble, sans être une hiérarchie, mais qui est plutôt un élément de synthèse des chambres de la Cour. Et puis il y a le premier président, donc ça c'est le siège, hein. Entendons-nous bien, c'est les magistrats du siège qui sont indépendants. Et puis il y a la Cour de cassation où c'est le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a des conseillers de la Cour de cassation et des présidents de chambre à la Cour de cassation, un premier président à la Cour de cassation. Alors après, il y a le parquet. Donc les magistrats du siège, pas de hiérarchie des grades. Par contre, les magistrats du parquet, eux, sont hiérarchisés. Ils sont hiérarchisés, ça s'assimile plus à des fonctionnaires qu'à des magistrats, mais ils revendiquent le statut de magistrat parce qu'ils sont issus de l'école de la magistrature et qu'ils ont le statut de magistrat. Ils ont des grades et par contre, ils sont hiérarchisés, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des ordres. Donc on dit souvent la parole est libre, mais l'écrit est serve. C'est-à-dire que leur écrit peut être soumis à la hiérarchie peut contester leur écrit, leur faire refaire l'écrit. Par contre, à l'oral, ils ne sont pas tenus de tenir leur écrit, mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Donc, ils sont hiérarchisés. Et le fonctionnement est à peu près le même, hein. Il y a des substituts au tribunal de grande instance, au niveau de la base. Il y a des substituts, des procureurs adjoints, un procureur. Et à la cour d'appel, c'est la même chose, un substitut général, procureur adjoint et premier procureur de la République. À la cour d'appel et à la cour de cassation, la hiérarchie est la même. Dites-nous, où peut-on trouver de bonnes sources d'informations pour les romans et surtout pour les romans, on va dire, policiers, polars et thrillers? Avec les faits divers qui peuvent, théoriquement, vous voyez bien qu'il y a des conférences de presse, des procureurs qui racontent ce qui s'est passé, qui relatent les faits des procédures. Bon, c'est la base essentielle, hein, c'est les faits divers. Vous n'avez pas accès aux dossiers pénaux ou alors les archives départementales. Donc si vous voulez plonger dans les siècles antérieurs, vous allez aux archives départementales et vous trouvez les dossiers des juridictions. Mais sinon, c'est les faits divers.
Ou aussi, est-ce qu'on peut dire que ce serait intéressant pour trouver de bonnes sources d'informations d'assister par exemple au procès, ceux qui ne sont pas à huis clos? Oui, oui, ça peut être intéressant, notamment les procès d'assises, parce qu'il faut faire une distinction entre les procès d'assises et les tribunaux de grande instance. Procès d'assises, par définition, il y a des magistrats professionnels et des jurés. Les jurés sont tirés au sort, donc ils assistent au débat. Et la différence fondamentale entre un tribunal de grande instance et un procès d'assises, aux assises, comme les jurés ne connaissent pas le dossier, le président est obligé de révéler au cours des débats le contenu entier du dossier. Donc finalement, on assiste effectivement dans un procès d'assises quand il n'est pas à huis clos, on assiste au dossier intégral des assises. Et tout ça, alors qu'au tribunal de grande instance, c'est pas du tout ça. C'est des magistrats professionnels et que des magistrats professionnels qui, par définition, connaissent le dossier préalablement. Donc il n'y a pas besoin d'évoquer le dossier. On évoque rapidement les faits à l'audience, c'est tout. Alors qu'aux assises, les faits sont relatés dans leurs moindres détails. Quelle a été l'affaire la plus difficile ou la plus sombre à traiter pour vous? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par difficile ou sombre. Difficile par les faits, sombre par la teneur des faits. Une affaire peut être difficile à traiter parce qu'on a du mal à relier un personnage aux faits. Il y a des affaires récentes, là, il y a une disparition d'une jeune femme. On soupçonne un de ses proches, on n'a aucun élément pour le soupçonner. Bon, ça semble extrêmement difficile. Bon, par contre, les affaires sombres, de toute façon, on a fait un métier qui, par définition, relate les affaires les plus sombres de la société, donc on est habitué à ça. Même si c'est glauque, on est obligé de travailler sur le dossier. Est-ce que le juge d'instruction assiste aux reconstitutions? Si oui, quelles informations peut-il en retirer pour l'aider dans ses décisions quant à l'enquête? C'est le juge d'instruction qui dirige l'enquête. Est-ce que on en revient au fonctionnement du juge d'instruction parce qu'il y a plusieurs choses qui me semblent se superposer. Il y a deux sortes d'enquêtes. Il y a l'enquête de flagrance et l'enquête au long cours. L'enquête de flagrance, c'est quand le fait vient de se produire. Et quand un fait vient de se produire, les personnels de gendarmerie ou de police, lorsqu'ils découvrent un fait, ils adressent tout de suite la demande au procureur de la République, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est le procureur de la République qui gère l'enquête de flagrant délit immédiate. Mais il n'a que des pouvoirs limités, le procureur de la République. C'est lui le directeur d'enquête, hein. C'est le procureur de la République, ce n'est pas les gendarmes et les policiers. Les policiers et les gendarmes sont obligés de rendre compte systématiquement de tout ce qui se passe de l'enquête au procureur de la République en flagrance. Une chose qu'on oublie très souvent d'ailleurs dans les romans, effectivement, le procureur de la République n'est pas souvent mentionné. Oui, oui. Donc c'est le procureur de la République, hein. C'est pour ça que les conférences de presse, en général, quand les faits viennent de se dérouler, immédiatement, les journalistes sont à l'affût, c'est le procureur de la République qui relate les faits en conférence de presse. Et il ne relate que ce qu'il veut bien relater. Par contre, une fois que la flagrance est terminée, la durée de la flagrance, on ne la connaît pas. La durée de la flagrance, c'est quand les enquêteurs arrivent au bout de leur enquête, qui n'arrivent plus à aller au-delà, qu'ils ont besoin d'investigations complémentaires que seul un juge d'instruction peut leur donner. Parce que le juge d'instruction a des pouvoirs beaucoup plus larges que celui du procureur de la République. Donc quand les enquêteurs et le procureur de la République estiment que l'enquête de flagrance est arrivée au bout de ce qu'il pouvait faire, le procureur de la République ouvre une information. Et à ce moment-là, ce n'est plus le procureur de la République qui est le directeur de l'enquête, c'est le juge d'instruction. Et c'est le juge d'instruction qui dirige l'enquête. De toute façon, les enquêtes de police et de gendarmerie, c'est toujours le magistrat qui les dirige, en flagrance ou au long cours. Et donc le juge d'instruction, par définition, c'est lui qui dirige. Donc les enquêteurs, à ce moment-là, relatent au juge d'instruction, soit par téléphone, soit sur place, et puis le juge d'instruction peut se déplacer avec les enquêteurs sur place. C'est le juge d'instruction qui organise les reconstitutions et c'est lui qui les dirige. Ce n'est pas les enquêteurs. Et qui décide qu'un juge va prendre une affaire en charge et à partir de quoi? Procureur de la République. C'est ce que je vous disais, une fois que, de toute façon, les enquêtes, c'est toujours comme ça, c'est toujours l'enquête de flagrance, les policiers et les gendarmes découvrent un fait, appellent le procureur de la République, bon, il fait leur enquête. Mais une fois qu'on arrive, on aboutit au bout de l'enquête de flagrance, c'est le procureur qui décide, et dans les tribunaux, il y a des juges d'instruction de permanence à l'instruction, donc il désigne sur le tour de permanence. Il n'a pas à choisir tel juge, c'est un tour de permanence. Comme les magistrats du siège, qui ne sont pas hiérarchisés, donc ils ne dépendent pas du procureur, c'est le président du tribunal qui organise le tour de permanence des magistrats instructeurs. Donc si dans un tribunal, il n'y a qu'un juge d'instruction, forcément ce sera lui qui sera toujours de permanence.
S'il y en a plusieurs, il y a un tour de permanence, jour et nuit, week-end, etc. On fonctionne comme les gendarmes et les policiers, c'est-à-dire qu'on assure une permanence jour et nuit. Quand sait-il que l'enquête est finie et qu'il doit transmettre le dossier à l'autorité suivante? J'aime pas le mot autorité, parce qu'un juge d'instruction, il n'a pas d'autorité au-dessus de lui. Le juge d'instruction, le procureur, décide que l'enquête est finie. Quand le procureur et ses gendarmes et ses policiers disent « nous, on ne peut plus aller au-delà, il nous faut des investigations complémentaires », donc le procureur, il arrête l'enquête de flagrance, il la transmet au juge d'instruction par un réquisitoire introductif. Les procureurs de la République ne signent pas de jugement, ils signent des réquisitoires. Ce n'est pas décisionnel un réquisitoire. C'est une demande au juge d'instruction. Donc il signe un réquisitoire introductif qu'il envoie au juge d'instruction. Et ce réquisitoire introductif délimite la compétence du juge d'instruction. Donc la compétence sur les faits. Donc si les faits découverts par les gendarmes sont un viol, le juge d'instruction sera saisi d'un viol, il ne sera pas saisi d'une agression sexuelle, il ne sera pas saisi de coups et blessures, il sera saisi d'un viol et uniquement d'un viol. Et le juge d'instruction ne peut pas instruire autrement que sur ce viol. Il ne peut pas aller au-delà. Et il y a une compétence de lieu, ratione loci, si vous avez fait du droit, vous savez ce que c'est. La compétence de lieu, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction n'est compétent que dans le ressort de son tribunal et pas au-delà. Par contre, il peut donner des commissions rogatoires à ses policiers et ses gendarmes pour aller au-delà. Donc avec une commission rogatoire, les policiers et les gendarmes peuvent investiguer dans toute la France. Est-ce qu'on peut dire que la police décide de l'orientation de l'investigation? Non. Non, la police, c'est les subalternes des magistrats. Quand je dis subalterne, le terme est un peu fort, puisque de toute façon, les policiers dépendent non pas du ministère de la Justice, mais dépendent du ministère de l'Intérieur. Mais en tout cas, sur le plan judiciaire, les policiers ne peuvent pas agir dans une enquête sans l'autorisation du procureur ou du juge d'instruction. Et c'est le juge d'instruction ou le procureur qui donne des ordres aux policiers et aux gendarmes. Notamment, par exemple, la prolongation de garde à vue, ce n'est pas le policier ou le gendarme qui décide d'une prolongation de garde à vue, c'est le procureur. Et notamment, en enquête de flagrance, quand il y a quelqu'un qui est mis en garde à vue, le policier demande au procureur de la République l'accès à la garde à vue. Il lui dit, voilà, j'ai un individu un tel, on le soupçonne de telle chose et telle chose, on va le placer en garde à vue. Donc il avertit le procureur de la République d'un placement en garde à vue. La prolongation de garde à vue ne se fait qu'avec l'autorisation du procureur, et parfois le procureur va sur place auditionner la personne, et la prolongation de garde à vue ne sera faite qu'avec l'autorisation du procureur. Le juge d'instruction, c'est la même chose. Quand c'est sous l'autorité du juge d'instruction qu'il y a un placement en garde à vue, la réponse est la même. C'est au juge d'instruction qu'on rencontre, et c'est le juge d'instruction qui décide de la poursuite de la garde à vue. Y a-t-il un suivi des condamnés? Comment ça se passe lorsque les criminels sont en détention? Pourquoi il y a par exemple des sursis? Alors là, on est dans un autre domaine. On est dans le domaine après enquête, on est dans le domaine après juridiction, donc ou la décision de la cour d'assises ou la décision d'un tribunal. Donc c'est la condamnation. Et donc le dossier de condamnation, c'est-à-dire le jugement ou l'arrêt de cour d'appel, est transmise à un juge de l'application des peines. Donc c'est le juge de l'application des peines, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est lui qui va appliquer ou faire appliquer la peine. Donc le juge d'application des peines a à sa disposition un service qu'on appelle le service de l'application des peines, et un service du ministère de la Justice, qui est en relation avec les prisons, les maisons d'arrêt. Et donc, quand l'individu est incarcéré, le jugement et le dossier personnel de l'individu est transmis au juge d'application des peines qui suit l'application de la peine. Donc, soit en maison d'arrêt, soit en dehors. Donc, le juge d'application de la peine suit l'emprisonnement en maison d'arrêt ou l'emprisonnement avec sursis, donc qui n'est pas un emprisonnement, mais qui est une liberté avec sursis, avec parfois des contraintes, des contrôles judiciaires, des choses comme ça. Et donc c'est le juge d'application des peines qui doit surveiller la bonne application de cette peine. Pourquoi du sursis? La peine doit être adaptée à la personnalité de l'individu. Ça, c'est la règle en droit français. C'est pour ça que d'abord, il n'y a pas de peine maximale, ni de peine minimale. Il y a une peine qui va de temps à temps, de 15 jours d'emprisonnement à 2 ans, de 1 mois d'emprisonnement à 5 ans, la réclusion criminelle à temps. Il appartient à la magistrature, donc au tribunal ou à la cour d'assises, de décider d'un emprisonnement ou non en fonction de la personnalité de l'individu. La loi laisse le choix aux magistrats, aux jurés notamment, de déterminer le quantum de la peine en fonction des faits et en fonction de la personnalité de l'individu.
Donc si l'individu est un type qui a commis des tas de condamnations, qui revient X fois devant le tribunal, le sursis n'est plus adéquat. Donc il n'y aura pas de sursis. Par contre, si c'est la première fois que l'individu vient, si c'est quand même pas un crime de sang ou si c'est quand même pas fondamental, on appliquera du sursis, c'est-à-dire une épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'individu, en lui disant fais attention parce que la prochaine fois, le sursis va tomber, plus tu auras une nouvelle peine. Donc il cumulera cette fois-là deux peines, l'ancienne avec sursis et la nouvelle. Lors d'un procès, quel est le rôle d'un juge? Le juge d'instruction, il n'a aucun rôle dans un procès. Une fois qu'il a fini qu'il estime avoir fini son enquête, il envoie le dossier au procureur de la République pour que celui-ci rédige un réquisitoire définitif. C'est-à-dire qu'il fasse une analyse et un résumé des faits. Si le procureur de la République estime qu'il y a encore des choses à poursuivre, une enquête à poursuivre, etc., il peut demander au juge d'instruction de poursuivre l'enquête par un réquisitoire supplétif, en lui disant exactement ce qu'il veut, où il veut qu'on aille, etc. Le juge d'instruction n'est pas obligé de suivre le réquisitoire supplétif. Il peut dire non, moi j'ai fini mon enquête, il ne se passe rien. Et dans ce cas-là, il rend une ordonnance, soit de non-lieu parce qu'on n'a rien prouvé, soit il renvoie l'individu devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises. Et c'est qu'une fois que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi, que le tribunal ou la cour d'assises est saisi. Donc à partir de là, le juge d'instruction, on ne le voit plus, hein, il n'apparaît plus dans le dossier pénal et devant la juridiction. Par contre, la formation de jugement au tribunal, elle est composée de 3 juges professionnels. C'est ce que je vous indiquais au début de l'entretien. Donc ces 3 magistrats professionnels connaissent le rôle de leur juridiction 4-5 mois à l'avance. Donc ils ont le temps, par un jeu de roulement, de venir vérifier le dossier, de lire le dossier, etc., quelques temps avant l'audience. Et le jour de l'audience, une fois que l'affaire s'est déroulée devant eux, que les avocats ont plaidé l'un pour le prévenu, l'autre pour la partie civile, le tribunal se retire et délibère. Donc là, les juges ont un rôle de condamnation. Aux assises, c'est un peu différent. Aux assises, il y a des jurés de la société civile qui assistent 3 magistrats professionnels. Donc il peut y avoir 9 ou 12 jurés et 3 magistrats professionnels. Donc les magistrats professionnels aux assises ne sont pas prioritaires, puisque en fait ils n'ont pas la majorité par rapport aux jurés de la société civile. Mais en tout cas, les jurés deviennent des juges et c'est eux qui vont condamner. Donc c'est un rôle de condamnation. Et c'est vrai qu'on peut se demander du coup, parce que c'est d'ailleurs une question, puisque le verdict est rendu par le jury et qu'il y a vraisemblablement la majorité, ça va vers les jurés, quel est le rôle du juge finalement dans un procès d'assises? Ah ben, il est important, il est très important. Moi j'ai été président d'assises. Devant le tribunal correctionnel, ça n'a pas la même importance, puisque les 3 magistrats, il y a un président qui préside le tribunal et il y a 2 assesseurs qui, sur le plan des grades, sont peut-être inférieurs, sont peut-être égaux d'ailleurs. Mais le dossier est analysé par des magistrats professionnels qui connaissent le droit, qui connaissent le fondement des faits, le droit pénal, etc. Donc la discussion n'est pas la même. Par contre, aux assises, c'est complètement différent. Il y a le président, c'est un magistrat professionnel, le président de l'assise. Il a 2 assesseurs qui sont des juges ou des vice-présidents et des jurés qui connaissent absolument pas le droit. Donc il appartient au président et à ses 2 assesseurs professionnels d'expliquer le droit pendant les délibérés. Donc pendant les délibérés, c'est parfois pour cette raison que les délibérés durent très longtemps. C'est parce qu'il faut leur expliquer les tenants et les aboutissants du dossier, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas vu. Le dossier, ils ne le connaissent qu'à travers ce qui s'est dit oralement à l'audience. À part les photos qu'on leur fait passer, et c'est pour ça qu'il y a un album photo qui circule, pour leur montrer la tragédie qui s'est déroulée pendant les faits. Mais donc, il appartient au président et aux assesseurs de leur expliquer, mais il y a 2 manières d'expliquer. Ou on l'explique avec honnêteté et sans interférer, ou on l'explique avec beaucoup de subjectivité. Donc, le président des assises a un rôle fondamental. Moi, j'ai connu des présidents d'assises qui aiguillaient un petit peu. Ça se voit partout, il y a des outrances un peu partout. Bon, cela dit, les décisions sont rendues à bulletin secret pendant le délibéré des assises.
Donc même si on peut avoir été influencé plus ou moins par un président et des assesseurs, au moment du vote, on reste libre. C'est anonyme, ce sont des bulletins secrets, donc Est-ce que le juge d'instruction fait des rapports? Si oui, à qui, à quel moment? Et est-ce que ça se passe, on va dire, un petit peu comme dans les séries où quand on entend il y a machin, par exemple, qui va faire son rapport, etc. Est-ce que le juge d'instruction en fait? le juge d'instruction, il ne fait pas de rapport. Il rend des ordonnances. Il rend des ordonnances, alors on peut expliquer, on peut dire que c'est des rapports. Donc il fait l'analyse de son dossier. Quand il délivre une commission rogatoire, c'est-à-dire un ordre aux policiers, aux gendarmes d'aller faire une enquête au fin fond de la France alors qu'il est à Chalon-sur-Saône. Dans l'entête de sa commission rogatoire, il y a l'analyse et le résumé des faits, par exemple. Mais il rend une ordonnance, il ne fait pas de rapport, c'est pas un personnel administratif, hein, c'est un magistrat, donc il rend des jugements ou des ordonnances. Et à la fin de son dossier, il rend une ordonnance de renvoi. Alors là, il fait la synthèse de son dossier et il explique les faits et il explique pourquoi il renvoie telle personne devant le tribunal ou devant les assises. Et dans une ordonnance de non-lieu, pareil, il fait la synthèse des faits et il explique pourquoi il n'y a pas lieu à poursuivre l'individu qui avait été soupçonné au départ. Donc voilà, c'est une sorte de rapport puisque c'est une synthèse, l'ordonnance finale, mais c'est pas un rapport, c'est une ordonnance. Alors, une question un petit peu plus personnelle, comment vous est venue votre vocation? Ah, c'est très compliqué. On ne peut pas dire que ce soit une vocation, puisque je suis devenu magistrat au bout d'un certain temps de vie professionnelle. Et en fait, j'ai choisi la magistrature au bout de cette activité professionnelle parce que j'ai un caractère assez indépendant. Et comme je ne voulais plus d'une hiérarchie et que je ne voulais plus être hiérarchisé et avoir une autorité au-dessus de moi, j'ai pas choisi le parquet, mais j'ai choisi l'instruction pour être indépendant d'esprit et indépendant dans mon travail. J'ai été magistrat, instructeur et parfois président de la chambre d'instruction pendant une vingtaine d'années. Je peux dire que j'ai jamais été soumis à une quelconque autorité. Même quand j'ai eu des affaires sensibles avec des gens proches d'hommes politiques, etc. Jamais. Par contre, les journalistes peuvent faire pression sur les magistrats. Notamment, moi, j'ai eu des pressions du journal Libération, qui, par l'intermédiaire d'un député ami de rédacteur du journal Libération, ont raconté des choses. J'ai d'ailleurs l'article que j'ai conservé très précieusement, des choses qui étaient pas vraies sur ma façon de travailler. Donc voilà, quoi. Donc c'est des pressions indirectes, mais de ma hiérarchie, non. La hiérarchie judiciaire, j'ai jamais eu de pression. Donc c'est l'indépendance. Quelle est la principale difficulté de cette profession? La principale difficulté, c'est de faire le tri de ce qui est plausible, de ce qui n'est pas plausible, d'analyser la psychologie de la personne que vous avez en face de vous, que vous allez éventuellement mettre en examen, éventuellement faire mettre en détention sans vous tromper. C'est parfois très difficile. En général, on ne fait pas d'études de psychologie ni de psychiatrie, et donc il faut déceler à travers les propos de la personne qui est en face de vous si ce qu'il dit est la vérité, si ce qu'il dit est un mensonge, etc. C'est la chose la plus difficile, parce que c'est très subjectif, et vous pouvez vous tromper. Et je me suis trompé. Quelle est l'enquête, on peut dire, la plus complexe que vous avez été amené à diligenter? L'enquête la plus complexe, c'est celle qui aboutit pas. C'est celle qui se termine par un non-lieu parce qu'on n'a pas pu mettre la réalité des faits face à quelqu'un. Il n'y a pas d'enquête difficile parce qu'on a quand même relativement les moyens, avec les traces ADN, d'aller au fond des dossiers, au fond des choses. On se donne les moyens. Regardez l'enquête du bateau qui a été coulé en mer du Nord, soit par un sous-marin, soit par autre chose. Donc le juge d'instruction s'est donné les moyens, il a fait faire une expertise à plus de 3 millions d'euros. Personne n'est là pour lui dire vous avez trop dépensé, etc. Donc on a les moyens. Donc théoriquement, il n'y a pas de véritable enquête difficile. Mais je vous dis, la seule enquête difficile, c'est celle qui aboutit pas, parce que finalement, même en mettant les moyens, et là, dans l'affaire du bateau, même en mettant des sommes énormes, on n'arrive pas à trouver le pourquoi du comment. Donc ça, à mon avis, c'est ce qui est le plus difficile à comprendre et à admettre. Alors, question suivante, et je vais un petit peu la complémenter.
Peut-on devenir juge d'instruction et avoir peur du sang? Et je pense que la peur du sang, c'est lié peut-être aux autopsies, puisque le juge d'instruction sera peut-être là, on va dire, à l'autopsie, etc. Donc, est-ce que ça a un impact? Un juge d'instruction est toujours là à l'autopsie, sinon c'est pas un bon juge d'instruction. Non, non, mais le juge d'instruction, c'est le directeur d'enquête. Donc le patron d'une enquête, il se doit d'être au plus près des enquêteurs, policiers et gendarmes. Donc si le juge d'instruction décide qu'il y a autopsie, à mon sens, il doit aller à l'autopsie pour savoir comment les faits se sont passés. C'est le seul moyen de connaître la réalité des faits tels que le médecin légiste va les décrire. L'incidence des coups de feu, la manière dont les coups de couteau ont été donnés, etc. Donc, obligé d'assister à l'autopsie, bah, il faut se faire une raison, hein. Moi, dans mon précédent métier, j'étais pas du tout dans la magistrature, j'étais pas du tout dans les faits horribles, les choses comme ça. La première fois, une jeune professeure enceinte de 3 mois qui a été assassinée dans une forêt à Colmar, c'est ma première autopsie, je m'en rappelle encore. Bon, le sang, non, parce que le sang, quand un cadavre est mort, il n'y a plus de sang, ou le sang ne s'écoule pas, donc le sang est inerte. Donc c'est pas, non, c'est plutôt l'odeur qui est désagréable. Donc on fume beaucoup de cigarettes d'eucalyptus, ça permet d'éviter tout. Mais bon, comme tout le reste, comme les médecins et légistes, la première autopsie difficile, la deuxième un peu moins, la troisième encore moins, puis la quatrième, voilà. Quelles sont les choses qui vous plaisent le plus dans cette profession? La liberté de travail, la liberté de travail, l'indépendance, avec tout ce que ça comporte, l'obligation de se restreindre, de ne pas non plus faire n'importe quoi parce qu'on est indépendant. Mais c'est vraiment l'indépendance. C'est le seul métier que je connaisse, et pourtant j'en ai fait des métiers, c'est le seul métier que je connaisse qui puisse vous donner une telle indépendance de travail. Même le parquet, le parquet ne peut pas intervenir. Il peut vous demander des réquisitoires introductifs, des réquisitoires supplétifs, mais il n'intervient pas dans votre fonctionnement. Donc en fait, c'est vraiment l'indépendance. Et donc, dernière question, comment ciblez-vous les personnes à interpeller? En fait, le texte de loi dit que personne contre lequel il existe des indices graves et concordants qui lui auraient permis d'effectuer les faits. Donc, indices graves et concordants. Voilà, donc les indices, ça peut être les traces ADN, ça peut être, bon, je sais pas, la couleur des cheveux, tous les indices qui permettent de relier tel fait à telle personne. Donc ça peut être beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Les traces de peinture sur une voiture, l'affaire Lelandais, vous avez vu, la voiture, le téléphone qui a été Borné, oui. borné un peu partout. Donc voilà, il faut des indices graves et concordants. Si vous n'avez pas d'indices graves et concordants, c'est difficile de relier des faits à une personne. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? J'ai plein de choses à ajouter, mais c'est tellement vaste. Bon, il faudrait expliquer ce que fait le juge d'instruction, les experts qui tournent autour du juge d'instruction. Parce que le juge d'instruction, il n'a pas la science infuse. Je disais qu'il n'était ni psychiatre ni psychologue. Donc quand le juge d'instruction a des doutes sur l'individu qu'il a en face de lui, il désigne des experts psychiatres et psychologues pour connaître la psychologie du personnage, pour se faire une idée. En matière de viol, il peut désigner des experts gynécologues, par exemple, pour savoir si effectivement le viol a eu lieu ou pas. Alors c'est vrai que 10 ans après, ça paraît difficile de savoir si un viol a été commis. Mais bon, on a au moins ces moyens-là. Donc le juge d'instruction dispose d'un tas d'experts autour de lui. Je dis dispose parce que c'est le juge d'instruction qui commet les experts. Hein, et donc il donne une définition de l'expertise. C'est le juge d'instruction qui dit aux experts ce qu'ils doivent faire. Donc il faut avoir une certaine connaissance. Il peut travailler en collaboration avec l'expert. Le juge d'instruction peut le laisser avoir accès au dossier pour savoir un peu dans quel axe on va diriger l'expertise. Mais il y a des tas d'expertises, des expertises en automobile. Donc le juge d'instruction a un éventail d'experts à sa disposition qui lui permettent d'axer sa décision, ou ses décisions, il y en a plusieurs. Voilà, c'est la fin de cette interview et j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un petit like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fait toujours plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous avez justement apprécié ce format, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez vous rendre dès à présent sur Utip et aussi sur notre boutique. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez-vous de plus.